Bonjour à tous. Je vais vous présenter Joël-Marie Fouquet, rechercheur le plus important de César Franck, d'autres choses aussi. Moi, je crois que Monsieur Joël-Marie Fouquet voudrait faire une petite présentation sur ce qui a été recherché jusqu'au moment, l'évolution de... Alors, je crois déjà que les anniversaires, pour un créateur, est toujours l'occasion très utile de faire le point sur l'évolution de l'œuvre de ce créateur dans la vie musicale. Et en ce qui concerne Franck, il est particulièrement intéressant de retracer cette évolution depuis 1990, qui était le centenaire de sa mort à Paris, et 2022, qui est le bicentenaire de sa naissance à Liège. Et entre ces deux anniversaires importants, et qui ont été, qui sont célébrés avec beaucoup de manifestations intéressantes, tant sur le plan musical que sur le plan de la recherche musicologique. Il est très intéressant de voir comment l'image de Franck, comment l'actualité de Franck a évolué entre 1990 et 2022. Parce que le cas de Franck est un peu particulier par rapport à l'ensemble des musiciens qui ont vécu en France au XIXe siècle, à savoir que Franck est un compositeur qui a volontairement fait abstraction de sa vie par rapport à son œuvre. C'est-à-dire que, à l'opposé de Berlioz, qui lui nourrit son œuvre de sa vie. Or, Franck a fait absolument l'inverse. Il a fait en sorte que l'on oublie sa vie et que l'on prenne en considération son œuvre. Et ceci complique relativement les choses, à la fois sur le plan scientifique, parce que il est probable qu'il a détruit lui-même beaucoup de sources documentaires qui nous seraient utiles pour reconstituer sa carrière, enfin tous les événements de sa carrière. Et d'autre part, la perception de son œuvre a été conditionnée par ce vide documentaire que ses disciples et que tout un mouvement de la société a comblé avec une sorte d'histoire dorée, de légende, de mythe qui s'est substitué à la réalité de ce qu'a été la vie de Franck et sa manière d'envisager la musique et même sa carrière de musicien interprète, exécutant. Donc tout ça montre combien il est important d'essayer de retrouver, et de reconstituer cette carrière, et combien Franck occupe dans l'actualité musicale, puisque l'actualité musicale, ça veut dire que sa présence en quelque sorte permanente, comment elle a évolué dans la vie musicale entre ces deux dates de 1990 et de 2022. Voilà. Parce que
lorsque Franck est mort, il était en 1890, il était encore relativement peu connu par rapport à d'autres compositeurs de ses contemporains. Et donc sa célébrité, son audience est posthume, en grande partie posthume. C'est-à-dire que il a commencé à avoir des succès au concert dans les toutes dernières années de sa vie, avec quelques-unes de ses œuvres symphoniques, mais l'essentiel de sa stature de musicien, révolutionnaire, comme on le disait à l'époque, ne se construit qu'après sa mort. C'est-à-dire que c'est vraiment Franck est une sorte de construction dans laquelle il n'a eu que peu de part, contrairement à d'autres compositeurs comme Berlioz par exemple, qui ont pris soin durant leur vie de construire leur image, de construire ce qu'ils pensaient devoir laisser à la postérité, même s'ils ne le pensaient pas comme ça. Mais pour Berlioz, il y avait cette volonté de laisser une image de lui-même qui soit en rapport avec ses idées esthétiques, ses idées musicales. Ce n'est pas du tout le cas de Franck. Franck disparaît complètement derrière son œuvre. Et à telle enseigne qu'on pourra en reparler, sa correspondance était extrêmement réduite et la plupart de ses lettres sont ce qu'on pourrait dire aujourd'hui l'équivalent d'un tweet ou d'un coup de téléphone ou d'un... Voilà, mais il disparaît complètement. Sa personnalité, il ne fait jamais ni de confidences, ni de remarques, sinon pour féliciter. Voilà. Alors donc ça c'est vraiment très important, parce que ça force, ça contraint le chercheur à retrouver les signes, les traces, les marques de tout ce qui a constitué dans la réalité musicale de l'époque de Franck, au moment où il vivait, sa carrière. Or, cet homme a eu une activité absolument extraordinaire. Il était certainement, par rapport à ses contemporains, Saint-Saëns était extrêmement actif, hyperactif, hein, c'est vrai. Mais Franck l'a été d'une autre manière et d'une manière très contenue dans un cadre social très, on pourrait dire, très, très restreint, puisque c'était essentiellement Paris, une certaine société aristocratique, et l'enseignement au conservatoire à partir de 1872, précédemment aussi beaucoup d'autres activités sur lesquelles on pourra revenir. Voilà. Alors, dans le sens de ce que je viens de dire concernant la construction posthume de l'image de César Franck, il y a un événement qui est très très important et qui va contribuer à fixer cette image. C'est le livre que Vincent d'Indy fait paraître en 1906 et qui est une sorte de livre j'allais dire, dévot, d'un dévot de Franck, dans le meilleur sens du terme. Vincent d'Indy avait une admiration
absolument éperdu pour son maître, Franck, et il a contribué largement à imposer cette image qui a perduré pendant très longtemps et qui perdure encore d'ailleurs, parce que bien que les choses commencent à évoluer, on entend encore parler du pater Seraphicus, du père Franck comme un fra angelico de la musique, comme un archange égaré sur la terre, enfin, toutes ces images qui fixent une figure idéale, mystique, complètement détachée des réalités terrestres, désincarnée en quelque sorte, alors que la recherche même montre que Franck était tout le contraire, et que s'il n'a manifesté lui-même aucun des éléments qui pourraient nous renseigner sur ce plan-là, c'était quelqu'un d'extrêmement actif, je l'ai dit, d'un comportement très nerveux, parlant peu, souhaitant de la part de ses élèves qu'ils comprennent vite, impatient, nerveux. Son fils dit lui-même, définit son père comme quelqu'un de sans arrêt très nerveux. Et donc, à côté de ça, quelqu'un de bienveillant à l'égard des autres, de très bienveillant, qui souhaitait toujours qui avait une image très indulgente de l'homme, de l'homme en général, de la nature humaine. C'est quelqu'un qui n'aimait jamais de critiques méchantes, ou comme Saint-Saëns par exemple, qui était quelqu'un de très acerbe à l'égard de ses... Franck est toujours extrêmement modéré dans ses opinions. Voilà, alors tout ça contribue à reconstruire un personnage dont il faut ensuite reconstituer l'action artistique. Hein. Alors, je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas de ceux qui considèrent le livre de d'Indy comme un livre dans lequel, on pourrait dire comme pas un très très bon livre, pas une très bonne monographie de Franck, parce qu'elle est très tendancieuse dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de construire une image absolument mystique et sainte de Franck. En réalité, il faut le dire, le livre de d'Indy a apporté, et ça a été décisif dans la manière d'apporter déjà un certain nombre d'éléments fondamentaux sur l'œuvre de Franck, non seulement du point de vue analytique, mais du point de vue de l'évolution de l'œuvre. Ainsi, c'est à d'Indy que l'on doit, qui, à mon avis, est le premier, après la mort de Franck, bien sûr, M. Lipka doit le savoir aussi bien, sinon mieux que moi, qui s'est attaché à restituer les premières œuvres de Franck, notamment les premières œuvres pour piano. Lorsque la Société de musicologie s'est fondée en 1917, Vincent d'Indy a été l'un des premiers à faire une communication sur les premières, enfin sur la première partie de la carrière de Franck, qui va de 1835 à 1846 et qui concerne toute sa production de jeunesse de piano. Et c'est Vincent d'Indy qui, le premier, a vraiment
mis l'accent, attiré l'attention sur cette partie de l'œuvre de Franck, dans la mesure où il voulait éviter ce qui s'est produit malgré lui, à savoir qu'on dise « Ah oui, les premières œuvres de Franck ne valent rien à côté de sa dernière période où il a produit la sonate, le quatuor, le quintet, etc. etc. » Or, là encore, d'Indy a été le premier à montrer que, en fait, les choses ne sont pas séparées, la succession ne sépare pas les étapes. Encore que, et ça c'est l'aspect positif, l'aspect plus contestable de d'Indy est d'avoir, dans la mesure où il voulait que Franck soit le nouveau Beethoven, donc ou celui qui renoue avec la grande tradition beethovenienne, d'Indy a tenu à partager, à observer, à délimiter la carrière de Franck en 3 périodes, comme il a été de tradition de partager la carrière de Beethoven en 3 périodes. Donc, vous connaissez comme moi le livre de d'Indy, et vous avez un partage du livre en 3 périodes. Alors, il est sûr que dans la carrière d'un compositeur ou d'un créateur, quel qu'il soit, il y a des évolutions on peut parler de périodes ou d'étapes, mais et chez Franck, c'est particulièrement déterminant. Mais en ce qui me concerne, je considère que les 3 périodes beethoveniennes ne recouvrent pas exactement le schéma de la carrière de Franck. En revanche, il est clair et il est net que Franck, les étapes de musicien de Franck s'échelonnent selon les régimes politiques de la France depuis 1835 jusqu'à 1890. Je m'explique et voilà. Lorsque Franck arrive à Paris, il arrive dans une France qui est sous le gouvernement de Louis-Philippe, avec une grande libération du concert, et lui-même devient un des acteurs de la vie musicale parisienne en tant que pianiste virtuose très précoce et compositeur pour le piano. Voilà. Et cette période évolue jusqu'en 1946 où le régime de Louis-Philippe décline, où Franck se libère de l'emprise de son père et quitte sa famille, et à ce moment-là, il change de cap, et il abandonne le piano d'un point de vue public, j'allais dire, et il va se consacrer à l'orgue et à la musique religieuse. Et ce, pendant, donc, disons, très exactement de 1847 jusqu'à 1870, c'est-à-dire, voilà, en gros, la Deuxième République et le Second Empire. Et ensuite, le Franck qui se promeut lui-même d'ailleurs, hein, parce que là il a une responsabilité personnelle. On pense toujours que Franck s'est fait conduire par ses élèves, il faisait... Non, pas du tout. En 1871, il prend conscience de sa valeur, de sa personnalité, et donc
il a un nouveau départ, on pourra y revenir. Il devient professeur d'orgue au conservatoire, il se fait naturaliser français et il devient compositeur à part entière. Et voilà. Donc, et ça, c'est la Troisième République. Et si je fais intervenir, on pourrait penser que faire coïncider ces périodes de création avec le cadre politique, c'est un peu artificiel. Mais il ne faut pas oublier que Franck, aussi discret qu'il a été sur ses idées, sur ses sentiments-là, le plan sur lequel il a été le moins secret, je dirais, c'est sur ses opinions politiques. Donc, à chaque. On a des éléments qui renseignent sur sa position politique, des éléments qu'il a donnés lui-même. C'est-à-dire que, ou en écrivant des œuvres qui donnent une signification politique à son geste, ou bien une conversation qu'un élève a retenue et où bon, c'est ainsi que en 1848, il écrit une série d'œuvres. Il écrit plusieurs œuvres, 5 ou 6 œuvres qui suivent absolument le déroulement des événements révolutionnaires, puisque c'est la révolution de 48 qui est très très importante pour le monde du travail et autres. Donc il écrit des œuvres qui soutiennent absolument les révolutionnaires. Il écrit l'hymne au travail, etc. Et ensuite, il suit absolument jusqu'à l'élection de Louis-Napoléon comme président de la Seconde République. Il suit absolument les événements et quand Louis-Napoléon est élu, il écrit un hymne, un chant national pour célébrer. Donc il suit vraiment pour célébrer Napoléon, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui va être Napoléon III, Napoléon Ier et le roi de Rome. Donc cette composition est publiée, s'appelle Chant national, et donc voilà. Alors là, on a vraiment la preuve que d'autres compositeurs n'ont pas donné aussi nettement d'ailleurs, hein, de son parcours politique, si vous voulez. Hein. Et sous le Second Empire, il aura également des prises de position ou des choses qui le montreront tout à fait en retrait du régime du Second Empire, qui était comme vous le savez, jusqu'en 1860, a été un régime autoritaire, hein, donc on le sent tout à fait en retrait de ça, et c'est la grande période où il se consacre à l'orgue, où il est nommé notamment à Sainte-Clotilde, etc. Et donc, la libération que représente pour lui, alors d'abord, ensuite, la guerre de 70, avec le siège de Paris, où il est l'un des seuls musiciens français à être resté dans Paris, dans le siège, avec ce que ça comportait, puisque les gens étaient pratiquement condamnés à mourir de faim. Et lui, il reste dans Paris comme preuve de son attachement à la France et à la cause de la France, mais aussi parce que c'est une position politique. C'est une position de résistant en faveur de la France, bien sûr, alors que sa mère est allemande. Donc là, il y a vraiment c'est vraiment très net. Et puis,
dès 1871, il y a la production c'est en novembre je crois, de Route, qui est son églogue biblique de 1846, et qu'il a retouché, transformé, et qui devient une œuvre de renaissance au moment où la Troisième République s'installe. Et ensuite, il ne cachera pas qu'il est républicain. Il le dit à Pierre de Bréville, il le dit catégoriquement à Pierre de Bréville. Une anecdote très très drôle d'ailleurs, enfin drôle, amusante, à savoir que à l'époque, à la fin de chaque messe, on chantait une prière pour le roi ou pour le chef du gouvernement. Voilà. Et à partir de 72, on a chanté cette prière pour la République. Donc, un jour, donc dans les années 1870, Pierre de Bréville était dans la tribune un dimanche auprès de Franck, dans la tribune de Sainte-Clotilde, et c'est la fin de la messe. Franck entonne à l'orgue donc le Salvam Fac Republicam, qui était donc ce monnaie, et puis comment dirais-je, par distraction, il répète une nouvelle fois, une deuxième fois, alors qu'une seule suffit, il rejoue Salvam Fac Republicam, et Bréville lui fait remarquer, et Franck dit: ah oui, je suis républicain, mais je ne veux pas l'être trop. Voilà, donc voilà. Et donc cette partition des étapes de la carrière de Franck, suivant les régimes politiques, est vraiment très très nette, et c'est vraiment extrêmement intéressant de suivre ça, parce que c'est sans doute l'un des musiciens qui a le moins dépendu de l'État. Il n'a jamais été à l'Académie des Beaux-Arts, il ne fait partie d'une institution musicale d'État qu'à partir de 1872, donc sous la République, d'accord. Mais avant, c'est quelqu'un qui appartient, qui est un musicien d'église, qui appartient à l'institution ecclésiale et à l'organisation ecclésiale. Donc, et cependant, bien que relativement en retrait par rapport au pouvoir politique, eh bien, il est l'un des musiciens qui a le plus marqué, sans en avoir l'air, discrètement, avec qui nous permet de savoir qu'il est l'un des musiciens qui a vraiment le mieux marqué ses positions politiques. Voilà, ce qui est assez surprenant. Et là encore, ce qui inverse cette image que j'ai évoquée tout à l'heure, du Franck complètement perdu dans un nuage d'encens au milieu des anges, en ignorant ce qui se passe complètement sur terre, et qui ne rêve qu'à des... Voilà. Et c'est tout le contraire, c'est tout le contraire. Et il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, au risque de... parce que le sujet est encore très sensible, au risque de montrer que la religion de Franck n'est pas du tout celle qu'on a voulu faire concorder avec l'image qu'on veut avoir de Franck. C'est-à-dire de cette image que je viens de signaler,
et que signale et que montre le monument de la place Sainte-Clotilde, de la place Samuel Rousseau maintenant, devant Sainte-Clotilde, où on voit Franck à l'orgue, entouré d'anges, etc., etc. Et là encore, la religion de Franck, sur laquelle on a des témoignages très très précis, ne concorde pas du tout avec un catholicisme rigoureux, orthodoxe, tout, enfin si je puis dire, un catholicisme très, très rigoureux, très systématique, observant le dogme d'une manière absolument impérative. Pas du tout, pas du tout. En fait, et ça c'est le résultat de mes recherches et choses, Franck était tout à fait acquis d'une part à la philosophie chrétienne. Franck était un croyant. Il est indéniable que Franck a été un croyant absolument convaincu, sincère et actif en tant que croyant et en tant que catholique. Ne lui enlevons, il ne faut pas du tout contester cette... Mais à l'intérieur de ça, il avait une liberté de conscience qu'il a exprimée. J'ai retrouvé si je dis ça, c'est parce que je peux le dire et l'attester à partir de documents. C'est quelqu'un qui avait une liberté de conscience véritable et qu'il appliquait pour toute chose qu'il faisait. Et ce qui lui importait le plus à l'intérieur de sa pratique religieuse et de sa conviction religieuse, de sa conviction chrétienne, c'est ce qu'il va exprimer dans les béatitudes. À la 4e béatitude, vous connaissez sans doute les béatitudes, les 8 béatitudes, n'est-ce pas? Et vous constaterez, enfin, je me suis permis de faire un schéma dans mon livre pour le démontrer, c'est que le schéma des béatitudes converge vers le sommet, si je puis dire, le point nodal, c'est la 4e béatitude, c'est-à-dire la justice. Donc, heureux les justes, etc. Donc, pour Franck, ce qui a toujours importé le plus, et il l'a montré dans son comportement d'homme, de musicien et tout, c'est la justice. C'est un homme pour qui la justice était l'axe d'une vie de chrétien. Et donc, c'est essentiellement ce qu'il a pratiqué. Voilà. Et ça aussi, ça dérange un peu parce que, bon, le problème de la diffusion de l'œuvre de Franck, c'est que cette œuvre est partagée, comme vous le savez, en œuvre instrumentale et en œuvre vocale. Une grande partie de cette œuvre vocale étant constituée d'œuvres religieuses, des motets, une messe. Alors, il y a les œuvres vraiment destinées à un usage, disons, liturgique, et puis des œuvres paraliturgiques, comme ces oratorios, comme les béatitudes, etc. Le problème qui a été je reviens à la période 1990 et 2022, ce qui jusqu'ici a limité la connaissance ou la pratique de la musique religieuse de Franck, c'est que, comme vous le savez, l'Église catholique à la suite du concile, a renoncé au latin pour le français.
Or, bien sûr, les œuvres de Franck, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a bien d'autres compositeurs qui sont dans son cas, de son époque, a écrit un certain nombre d'œuvres liturgiques, religieuses en latin. Donc, si vous voulez, elles ne sont plus aussi proches du public qu'elles pouvaient l'être il y a même encore 60 ans. Donc je pense que ça commence aussi à changer. C'est-à-dire que les motets de Franck ont toujours été chantés, mais enfin, oui. Mais on assiste actuellement toujours, les œuvres en latin restent quand même un petit peu en arrière par rapport aux œuvres, disons, d'inspiration religieuse, comme les béatitudes, comme les oratorios, comme certaines autres œuvres qu'il a écrites en français, qui elles commencent on commence à les chanter davantage. Il y a un mouvement qui se produit en faveur, et je pense aux mélodies également, qui est une part importante de l'œuvre de Franck. Donc là, on voit une évolution qui se produit. Voilà, bon, écoutez, j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolé.